Bonjour. Oui, et on retrouve donc Christophe Barbier pour son édito comme tous les lundis. Bonjour Christophe. Bonjour Eva, bonjour à tous les trois. Bonjour. Binyamin Netanyahou annonce une vraie opportunité de faire libérer les otages. Alors en quoi ça pourrait être la conséquence de la guerre menée contre l'Iran ? On voit bien que la défaite iranienne prive encore un peu plus le Hamas d'un soutien géopolitique qui était devenu fantomatique. Il n'y a plus d'avenir pour le Hamas. Le Hamas est complètement coincé. On a vu aussi à l'occasion de cette guerre se ressouder le couple Netanyahou-Trump, l'alliance Israël-Amérique. Et donc, pour le Hamas, évidemment, c'est le bout de la route. Est-ce que c'est la réalité ? Attendons de voir la libération éventuelle des derniers otages survivants. Seul le résultat comptera. Il va de soi qu'avoir mené aussi rapidement une offensive aussi réussie conforte un peu plus Israël. Depuis le 7 octobre 2023, après cette défaite historique pour Tsahal, il n'y a eu que des victoires importantes. Le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, maintenant l'Iran, donc la nation mère de tous ces proxys, tous ces ennemis d'Israël ont reculé et donc l'opportunité vantée par Netanyahou est sans doute réelle. Encore une fois, attendons les résultats. Maintenant, on voit aussi que Netanyahou a déclenché cette guerre, non par urgence atomique, même si les Iraniens étaient sans doute très près d'avoir la bombe, mais par urgence politique et géopolitique. C'est pour avancer dans un conflit à Gaza où il était complètement enlisé depuis la rupture du cessez-le-feu que Netanyahou a attaqué de l'autre côté, vers l'Est, attaqué l'Iran. Est-ce que c'est pas aussi par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire que l'Iran était un peu à la tête de tous ces proxys qui ont encerclé Israël et effectivement, comme vous le dites, l'urgence nucléaire, on n'en sait rien, ça fait depuis déjà plus de 10 ans que Binyamin Netanyahou, les États-Unis disent qu'il y a une urgence nucléaire, donc c'est difficile à cerner, mais ça, ce qui s'est passé, c'est peut-être la conséquence finalement du 7 octobre. Oui, tout à fait, c'est ce que je vous disais. Il y avait au soir du 7 octobre une défaite magistrale pour Israël, bien plus grave que celle, par exemple, de 1973. Et la contre-attaque a été une contre-attaque non pas conjoncturelle, uniquement sur le Hamas pour récupérer les otages. Cette contre-attaque, elle dure encore. La contre-attaque, ça a été une contre-offensive géopolitique. Israël a décidé de porter la guerre pour régler à la racine le problème, ou plutôt aux racines parce qu'il y en avait plusieurs. Hezbollah, Houthis et surtout Iran. Le bilan, moins de 2 ans après, est positif pour Israël. Israël a renforcé sa position. Il faut ajouter à cela que l'élection de Trump a resserré les liens entre les États-Unis et Israël. Néanmoins, le chantier ne sera jamais fini. D'abord parce que d'autres adversaires, d'autres ennemis se dresseront devant Israël. Pour arriver à une véritable stabilité dans la sécurité, il faudra une solution politique pour le problème palestinien. Et de ce côté-là, Netanyahou n'a pas les clés, n'a pas les atouts et il n'a pas la volonté. Et puis on voit bien comment demain, il y aura entre Israël et la Turquie un nouveau jeu d'équilibre à assurer, puisque la Turquie aussi a renforcé ses positions. La Russie a perdu les siennes, mais il y aura d'autres puissances qui viendront dans la zone. On peut penser que la Chine ne restera pas indifférente à ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc pour Israël, c'est évidemment un chemin géopolitique sans fin, mais ce qui s'est passé avec l'Iran, c'est une immense victoire, une immense étape vers la sécurité. C'est une étape, seulement une étape, c'est vraiment par le règlement politique du problème palestinien et donc la reprise des accords d'Abraham que Israël pourra assurer sa sécurité dans une durée la plus longue possible. Il y a aussi les propos du ministre des Affaires étrangères par rapport à la situation à Gaza, de nouveaux propos qui ont été condamnés par Israël, notamment en ce qui concerne la fameuse distribution humanitaire dans la bande de Gaza. Il y a eu donc ces propos du ministre. Israël dit que c'est faux ce qu'il a dit. On connaît la faiblesse de la distribution d'aide humanitaire par les ONG classiques, telle qu'elle était organisée depuis plusieurs mois. C'est fait que le Hamas met la main sur une bonne partie de l'aide humanitaire, la revend à prix d'or et se finance en rackettant sa propre population. Donc en quelque sorte, l'aide humanitaire se faisait complice des islamistes, des terroristes, uniquement pour qu'une partie de cette aide arrive à la population. En revanche, on voit que l'aide humanitaire reprise en main par les Israéliens et les Américains n'est pas plus efficace et aboutit à d'autres problèmes. Des problèmes de sécurité, des émeutes, des tirs. On n'a donc pas la solution. Depuis la rupture du cessez-le-feu, une bonne partie de la politique israélienne à Gaza est incompréhensible et difficile à justifier. D'abord parce qu'elle n'est pas efficace.
toujours pas d'otages vivants libérés, et ensuite parce qu'elle a dressé un peu plus les opinions publiques internationales contre Israël. Des soutiens puissants, indéfectibles d'Israël du 7 octobre jusqu'à mars 2025 se sont retirés, se sont mis à critiquer Israël. Ça doit interroger le gouvernement. Ça doit interroger aussi le gouvernement dans l'épuisement de sa coalition politique, à force de surenchère, tout ça pour faire tenir un attelage qui vient d'une proportionnelle funeste. Tout cela n'a pas d'avenir. Il faut maintenant penser sérieusement l'après-Netanyahou. Celui qui devrait penser cet après-Netanyahou, c'est Netanyahou lui-même, pour le bien de son pays. Visiblement, il ne pense qu'à s'accrocher avec des alliés qui sont maintenant des adversaires, voire des ennemis pour Israël même. Christophe Barbier, Donald Trump a apporté, lui, son soutien à Binyamin Netanyahou dans le fameux bras de fer entre le Premier ministre israélien et la justice. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Donald Trump? Ça semble un peu lunaire. Pour deux raisons. D'abord parce que Donald Trump, il est comme Netanyahou. C'est un individu qui était poursuivi par la justice et qui a réussi à s'en sortir en ne cédant rien, en multipliant les provocations et en se faisant réélire. Donc le bras de fer avec la justice, la manière de nier les échéances judiciaires, c'est la philosophie, la stratégie de Trump. Et donc, il considère que Netanyahou est dans la bonne voie. Donc, ils se soutiennent, si j'ose dire, comme larrons en foire. Puis la deuxième raison, on voit bien que Netanyahou a aussi déclenché l'offensive en Iran pour des raisons de politique intérieure. La géopolitique partout sur la planète est toujours liée à la politique, parfois même la politique la plus politicienne. Netanyahou n'en a pas l'exclusive. Mais on voit bien que cette offensive vis-à-vis de l'Iran, qui a bousculé le jeu géopolitique, qui a ouvert une nouvelle page, permet aujourd'hui à Netanyahou de dire à la justice « c'est pas le moment ». Et il gagne du temps. Tout ce qu'il fait depuis de plusieurs mois maintenant, c'est uniquement pour gagner du temps. Gagner du temps pour s'accrocher au pouvoir. On sait que c'est ça la politique. Depuis Machiavel, c'est s'accrocher le plus longtemps au pouvoir. Mais à un moment donné, vous nuisez aux intérêts de votre peuple et de votre pays en vous accrochant au pouvoir. Je pense que Netanyahou est arrivé à ce moment-là. On va parler maintenant de la France avec vous, Christophe Barbier, et cette motion de censure qui sera mise au vote demain, déposée par le PS contre le gouvernement. Quel sens exactement à cette offensive ? Bon, elle n'a aucune chance d'aboutir puisque le RN ne la votera pas. Donc c'est une motion de censure qui nous renseigne sur son auteur. Et son auteur, c'est le Parti socialiste. Donc on voit qu'il n'y avait que de la duperie dans l'attitude d'Olivier Faure depuis quelques mois. Le pacte de non-censure, la modération, l'éloignement de LFI, tout ça s'est balayé. Il a sauvé sa tête, sa place à la tête du PS et il revient sur sa ligne classique, une gauche d'opposition radicale, systématique, qui rejoint LFI uniquement pour faire tomber le gouvernement, dans l'idée de faire un chaos supplémentaire. Et évidemment, si dissolution il y avait dans quelques mois, le PS se rangerait derrière LFI. Deuxième enseignement, en faisant ça, le PS redonne la main au RN. C'est le RN qui peut décider un jour ou l'autre, en votant une motion de censure venue de la gauche, de faire tomber le gouvernement. Donc quelque part, Olivier Faure se retrouve en position d'être l'idiot utile de Marine Le Pen. Et puis troisièmement, et c'est peut-être le plus grave, pourquoi cette motion de censure alors que Bayrou a décidé de mettre les conclusions du conclave sur les retraites en débat à l'automne, ce que demandait le PS? Pourquoi le PS maintient sa motion de censure alors qu'il a obtenu le débat? Parce que le PS exige le retour de la retraite à 62 ans. On vient de faire 40 milliards de dettes en plus au premier trimestre, on est à 335 milliards de dettes, on a une croissance qui s'étiole, Bercy cherche des économies partout et le PS reste accroché à cette vieille lune. Nous pouvons travailler moins quand tous les pays développés travaillent plus. C'est dire si le PS est loin dans le déraisonnable. C'est un parti qui aspire à gouverner, mais qui n'a cessé d'être un parti réformiste de gouvernement pour n'être plus qu'un parti d'opposition qui est un supplétif de LFI, le parti révolutionnaire. Christophe Barbier, François Bayrou n'est-il pas plus fragile que jamais finalement ? Oui, bien sûr, il gagne du temps, lui aussi, alors non pas en provoquant des guerres, mais en rusant, en immobilisant le pays, en reportant des réformes, en raréfiant le travail, mais il n'a jamais été aussi fragile. Il va sauver sa tête cette fois-ci, il va arriver à la mi-juillet où il va proposer son plan d'économie drastique pour la France, ça va mettre les oppositions en pétard, et le rendez-vous budgétaire de l'automne sera le rendez-vous de tous les dangers pour François Bayrou. Il a toutes les chances de tomber, il y a une seule chose qui le protège, c'est que le président de la République recouvre le 7 juillet son droit de dissolution. Donc à l'automne, si les oppositions conjuguées RN et NFP renversent le gouvernement Bayrou,
Macron peut dire aux oppositions, vous n'êtes pas raisonnable, vous privez la France de budget, vous nous plongez dans le chaos, je dissous, je vous renvoie devant les électeurs. Vous allez assumer devant eux votre irresponsabilité. Ça va ennuyer tout le monde à quelques mois des municipales, mais l'arme atomique, dissolution, revient dans les mains d'Emmanuel Macron. Et puis, pendant ce temps, Marine Le Pen demande à ses troupes de se préparer à une nouvelle dissolution. Est-ce que c'est réaliste ? Ça, c'est la vraie nouveauté du week-end. Marine Le Pen a dit deux choses. D'abord, elle a dit préparez-vous à une dissolution. Alors, elle pense que Macron va dissoudre comme ça pour se faire plaisir comme l'année dernière. Non, il ne recommencera pas cette bêtise. En revanche, comme je l'ai dit, il peut dissoudre si on lui renverse son gouvernement. Mais en disant cela, Marine Le Pen, elle dit il va y avoir une dissolution, donc des législatives. Elle ne pourra pas se représenter, elle est inéligible. Donc elle perdra son siège de député. C'est une façon de dire oh, finalement j'en ai assez, que le chaos emporte tout, je me retire. D'autant que quelques jours plus tôt, elle a dit oui, j'ai intégré l'idée que je pourrais ne pas être candidate, empêchée par la justice. J'ai demandé à Jordan Bardella de se préparer. Et donc elle organise aussi, elle scénarise son retrait, sa disparition de la vie politique. Est-ce que c'est une ruse, une de plus, ou est-ce que ça correspond à ces moments, il y en a déjà eu dans sa carrière, où Marine Le Pen en a un peu assez de la politique. Elle se replie sur sa vie personnelle, sur ses chats, sur la tranquillité. Peut-être qu'on est dans ce moment où Marine Le Pen est en train de renoncer à son destin. On le saura à l'automne. Faut dire, Christophe Barbier, aussi que le nom Le Pen est marqué, bien évidemment, et que le Rassemblement national, même s'il a fêté ses 50 ans dans la continuité finalement du Front national, le nom Le Pen ne joue peut-être pas en faveur du Rassemblement national. Bien sûr, le nom Le Pen demeure un boulet, notamment dans un deuxième tour. Mais Marine Le Pen avait su compenser ce handicap en allant chercher de nouveaux électorats. Les retraités, la France de l'Ouest, des électorats qui jadis tournaient le dos au Rassemblement national. Ce capital-là, cette expérience a beaucoup de valeur. Si Jordan Bardella la remplace, beaucoup de Français ne verront que l'inexpérience, la jeunesse, un président trop jeune après un autre président qui peut-être était trop jeune lui aussi pour arriver en 2017, Emmanuel Macron. Moi je pense que si Bardella remplace Le Pen, entre son inexpérience, ses boulettes, son parcours, son manque de fond, très vite, une partie de l'électorat RN cherchera les mêmes idées mais avec un autre candidat. Et là vous aurez des gens en embuscade, par exemple Bruno Retailleau, pour dire aux électeurs RN, avec moi vous aurez quasiment le programme du RN, mais vous aurez la solidité, l'expérience, le sérieux. Je tiens le ministère de l'Intérieur depuis 2 ans. Et je pense que ça marchera et que Bardella verra très très vite fondre le capital accumulé en 15 ans par Marine Le Pen. Retailleau égale Bardella ? Non, Retailleau n'égale pas Bardella. Sur des tas de positions, il y a chez Bruno Retailleau des différences. En revanche, pour l'électorat RN et ses priorités, l'ancien électorat, donc les priorités sécuritaires, identitaires, et le nouvel électorat, l'électorat plus âgé, plus bourgeois, plus LR, eh bien, ce nouvel électorat peut voir en Retailleau l'homme aussi de la bonne gestion des économies, alors que Bardella est suspect d'inexpérience là-dessus et d'irréalisme avec un programme économique qui n'est pas fiable. Par ailleurs, Bardella, il n'a pas l'assise sociale de Marine Le Pen. L'électorat venu de la gauche, les anciens communistes qui votent Le Pen depuis des années, ils sont passés de Jean-Marie à Marine Le Pen sans problème. Ils ne passeront peut-être pas sur Bardella. Trop libéral, trop pro-capital, pas assez social à leur goût. Et là, ça ouvre aussi une brèche pour une autre partie de la droite qui arriverait avec du gaullisme social. Alors là, Retailleau a du travail. De ce côté-là, il a des carences. C'est pas son discours principal. Merci beaucoup Christophe Barbier qu'on retrouve chaque lundi pour ses éditos sur Radio J. Et puis Kevin Derblum, l'invité de Christophe Barbier, demain ce sera Bruno Fuchs, président de la Commission des Affaires étrangères. Radio J, retrouvez le Barbier